They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Dans Hype cette semaine, Victor Wembanyama était en road trip à Vegas et il a cartonné. Avec ses perfs XXL, Wemby fait saliver toute la NBA. On en parle dans le French Corner. Draymond Green de retour aux affaires. Sa victime, Jordan Poole. Ouais, son coéquipier. L'intérieur des Warriors a littéralement pété un câble. On revient sur cette histoire dans Hype. Gros focus sur la conférence Est. Contenders, Outsiders, Tankers, les Hypers font leur pronos. Hype, saison 2, épisode 2. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, épisode 2 d'une saison 2, déjà bien entamée la semaine dernière, on a passé un bon moment autour de Flo Pietrus et de Fred Weiss. On en a un consultant qui est revenu pour parler encore basket avec nous, c'est Angelo Sakarakis, comment il va ? Fatigué. Fatigué ? Ouais, fatigué, mais une bonne fatigue. Une bonne fatigue ? Beaucoup d'émotions. J'étais au commentaire de la Coupe du Monde du 23 de basket 3-3. Et ouais. Les finales, femmes et hommes, les équipes de France qui ramènent 2 médailles, du spectacle. C'était, gros week-end basket. Voilà, éprouvant, mais très content. Commentateur, mais pas seulement. Hein. On a vu une image passer sur les réseaux sociaux assez impressionnante. Hein. On vous la montre et puis on en discute ensemble. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant, le tir ou la célébration du tir. Il faut se rappeler qu'Angelo, bien sûr, avant de commenter, a été un sportif pro en basket 5-5 et puis également en basket 3-3. Il a une grosse carrière. Donc, le geste du tir est encore là, apparemment. Ça ne va jamais, ça. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. Donc, bon. ouais. On accueille un scout NBA qui est avec nous. Il bosse pour Nanterre notamment. Et il est aussi représentant du collectif Envergure, s'appelle Lucas Mathieu. Comment il va ? Très bien, très content d'être là avec vous et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. On va parler d'un certain Victor Wembanyama que tu as vu grandir du côté de Nanterre encore quelques saisons. On va du côté des États-Unis accueillir un homme qui se lève, Melvin Carsanti. Salut Sylvain, salut à tous, comment ça va ? On va très bien. On va saluer également Antoine Bancharel à New York. Salut Antoine. Salut. Ravi de vous voir tous, et ravi de rencontrer Lucas et de retrouver Pascal après pas mal d'années ici. Eh ben on l'accueille Pascal, c'est notre invité du jour, il est journaliste, il a couvert la NBA pendant près de 19 saisons du côté de New York, il est de retour à Paris, il a rencontré également Victor Wembanyama, il y a un article dans le magazine aussi Slam qu'on lui doit, on va bien sûr parler avec lui de tout ça, mais on va d'abord lui dire bonjour et comment il va ? Bonjour, merci de m'accueillir, de me faire venir ici. C'est sympa de se retrouver un peu avec tout le monde là. Retrouve Angelo que je connais depuis un bail et puis de faire connaissance avec Lucas bien sûr. Donc c'est sympa d'être là et puis d'avoir les vieilles branches là, Melvin et Antoine. Pascal les connaît depuis que je suis tout petit quand même. Hein. Oui, c'est une figure du basket qui rédige. Donc forcément, on ne voit pas souvent la tête de Pascal Gibernet, mais là, on a le plaisir de l'avoir en plateau. On va discuter de ton expérience, bien sûr, et de celle de Victor, qui est en train de grandir à travers ce qu'il vient de faire aux États-Unis. On va d'ailleurs se lancer tout de suite avec une première chronique, c'est le French Corner. Sport en France, French Corner, on a pas mal de pépites qui ont évolué en NBA ou qui évoluent encore, Evan Fournier, Rudy Gobert, bien sûr Tony Parker avant toute cette nouvelle génération, mais il y a un homme aujourd'hui qui fait parler de lui, on va dire ça comme ça, ou qui hype un petit peu le monde du basket. C'est Victor Wembanyama, c'est un nom qui vous est peut-être pas inconnu pour ceux qui suivent le basket, mais au-delà de son nom, on a envie maintenant de mettre un peu plus de contenu sur sa personnalité et surtout son profil de basketteur, puisque à Nanterre, c'était un jeune prospect. Il est passé ensuite à Villeurbanne avec des matchs d'Euroleague. On a vu l'éclosion un petit peu d'un joueur qui est déjà très très performant. Et la semaine dernière, il avait un grand rendez-vous du côté de Las Vegas pour montrer un petit peu toute l'étendue de son talent. Rendez-vous plutôt
plutôt réussi. Mais avant de rentrer dans cet axe-là, je voudrais quand même qu'on le présente. Victor Wembanyama, pour ceux qui le découvrent. Et on a donc Lucas Mathieu pour ça, en représentant de collectif Envergure et Scout pour Nanterre, qui a donc vu Victor grandir dans ces années, on va dire, espoir, cadet et même avant. En quoi, Lucas, Victor est un joueur différent de jeunes joueurs de 18 ans maintenant? C'est un joueur qui est différent, pas seulement par sa taille. Il a une aisance balle en main qui est vraiment impressionnante. C'est un joueur de 2,23 m qui est capable de remonter la balle, remonter le terrain balle en main et ensuite de prendre un tir à 3 points en suspension. Au-delà de sa taille, même avec 20 cm de moins, on en parlerait quand même. Parce que c'est un joueur qui a une aisance balle en main, une fluidité de mouvement qui est vraiment impressionnante. On n'a jamais vu un joueur de cette taille-là se déplacer aussi bien et avoir un tir aussi élite. Exactement. À 18 ans, les mensurations, tu viens d'en parler, 2,23 m. Se déplacer aussi bien peut-être, mais avoir autant de talent dans les mains, non. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs comme Ralph Sampson, alors peut-être que Wemby il est un petit peu au-dessus, au niveau même de quelques centimètres au-dessus, mais Sampson c'était un mec qui avait cette aisance corporelle, c'était une liane si tu veux sur le terrain. Mais là, Victor c'est quand même une catégorie au-dessus parce que sa capacité balle en main est celle d'un arrière, mais avec une envergure qui le rend juste indéfendable. C'est-à-dire que dès qu'il est en tir en suspension, qu'est-ce que tu peux faire contre son... On ne peut pas contrer Kevin Durant, alors imaginez Victor Wembanyama, quoi. On oublie sa taille un peu. Oui. En fait, quand on le regarde en défense, non, hein, avec une araignée pareille, 2,40 m, on voit que ça. Mais en attaque, en fait, on se surprend à oublier sa taille. On regarde jouer, puis on se dit, bon, ben, il évolue comme s'il faisait, comme disait Lucas, un gars de 2 mètres, 1,96 m. C'est ça, en fait, quand visuellement parlant, on a l'impression de voir un 2-3 qui se déplace bien, qui bouge bien, et puis tout d'un coup, on se dit, bah non, le gars, il fait 2,23 m, c'est pas normal. Ça va au-delà même que de Porzingis. Il y a une fluidité, une facilité, une explosivité, une rapidité gestuelle qu'on n'a vraiment jamais vue. Okay. Vraiment jamais vue, quoi. Lucas, on revient sur la progression. Tu l'as rencontré à Nanterre ? Non, moi je suis arrivé à Nanterre récemment, donc malheureusement j'ai pas pu le rencontrer en tant que stade de Nanterre. Comment t'évalues justement cette progression à vitesse grand V, quoi ? On a l'impression que Victor, les étapes, il les mange comme nous on mangerait un McDo tous les soirs. La première fois que je l'ai vu, c'était au Final Four 15. Ouais. Donc j'arrive dans le gymnase et je vois comme l'a dit Angelo Liane, évoluer sur le terrain, mais il m'a pas impressionné seulement par sa taille. Il y avait déjà des flashs à la passe. Il faisait déjà en fait ce qu'il faisait aujourd'hui, mais à un âge il était encore beaucoup plus jeune. Et surtout, il le fait beaucoup mieux aujourd'hui. L'année dernière, on voyait à Lasvel, c'était déjà quand même impressionnant. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, ça a encore plus dépassé ce qu'on a vu aujourd'hui. Il est beaucoup plus dans un rôle de créateur balle en main, etc. Alors qu'à Lasvel, il se contentait plus de tirs en spot-up, ou de finisseurs proches du cercle, alley-oop ou putbacks. Okay. Et là, vraiment, il est dans un rôle créateur balle en main qui est vraiment très impressionnant. Et en fait, il a la liberté qu'il n'avait pas auparavant. C'est ça, oui. C'est-à-dire que là, on lui autorise d'utiliser toute la palette de son talent. Non seulement on l'autorise, mais c'est qu'il est déjà en mesure de répondre présent à toutes les opportunités qu'on lui donne. Tu sais, Sylvain, dans le milieu professionnel, il y a des joueurs qui ont cette capacité, mais qui n'ont pas forcément ce droit, tout simplement. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette liberté reste un élément majeur dans l'éclosion d'un joueur. Est-ce que c'est pas lui qui force la liberté à travers ce qu'il est capable de faire ? Très probablement. C'est-à-dire qu'il a démontré par on va dire, sa capacité à l'entraînement de faire les choses avec une grande efficacité. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en capacité de faire les choses, mais qui doivent mériter la confiance de leur coach. Ou être dans un contexte qui permet... Voilà. C'est-à-dire, tu le fais à l'entraînement régulièrement, je sais maintenant que tu es capable de le faire, donc je t'autorise à le faire en match. Et quand on voyait à Lasvel ou à Nanterre, ça restait un poste 4, 4 large, qu'on utilisait en poste 4 et basta. Il n'y avait pas d'utilisation à l'aile, et on lui donnait l'autorisation potentiellement de monter un peu la balle quand il avait un rebond parce qu'il a cette dextérité, mais sinon, ça restait un poste 4. Maintenant, c'est juste un joueur total. Et surtout que l'équipe a été construite autour de lui. Ouais. Je veux dire, le projet, c'est Victor, et on trouve des joueurs pour mettre autour de Victor, pour le faire briller, pour construire une attaque autour de lui et voir un peu, même pour exposer ses talents et montrer un peu ce qu'il peut faire. Et du coup, lui, il a embrassé ça à plein. L'équipe qui est là, les Ricains qui sont là, d'habitude, les Ricains,
Là, on leur a dit quand même, vous venez jouer pour un gamin de 18 ans. On n'a jamais eu en France, à part peut-être Sonko avec, quand il arrive à Levallois, mais encore Levallois d'ailleurs. Ouais. Mais on on un n'a petit jamais peu eu en par cœur à France. Paris, un Un petit peu. mais Quand même, c'était lui le meneur l'équipe n'était pas titulaire. construite autour de lui. Non, ça, l'équipe non. est construite autour de lui. On a donné clé en main une équipe à un joueur français de 18 ans. C'est du jamais vu. Allons du côté de Vegas. J'en parlais en intro, 2 matchs d'exposition, hein, on va dire, de Victor. C'est un peu le thème. Hein. Il fallait qu'il aille aux États-Unis se confronter un petit peu aux meilleurs Américains. Ça a été chose faite. Et il y a 2 productions tout à fait réussies de ce jeune homme. On peut voir quelques statistiques à l'antenne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a American Dream. Voilà, donc les moyennes. Hein. C'est 36,5 points de moyenne et 4,5 à 3 points, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quasiment 5 contres et on a 8,5 rebonds. Voilà. C'est-à-dire qu'il a mis quasiment 5 paniers à 3 points par match. Voilà, T'imagines, c'est incroyable. 2,23 m. 2,23 m attendu, numéro 1 de la draft. Mais à partir du moment où tu n'as pas mis les pieds aux États-Unis, c'est vrai que les Américains sont toujours peut-être un peu en train de douter. Moi, je vais me tourner du côté de nos Américains justement présents. Vous étiez sur place, en tout cas aux États-Unis. Je pense que la hype Victor, vous avez dû en entendre parler. Après ces performances-là, qu'est-ce qu'on en dit de Victor aux États-Unis? Franchement, c'est complètement fou, quoi. C'est à ça qu'a servi justement ces 2 matchs, de pouvoir le montrer. Et les Américains qui connaissaient un petit peu de nom au milieu du basket ou autre, maintenant sont touchés de manière beaucoup plus globale. Et surtout, les réactions sont fortes. Et ce qui est vraiment, vraiment marquant, c'est qu'on voit des réactions de joueurs NBA, on est en train de les montrer à l'écran, et pas n'importe quel joueur NBA, qui eux aussi sont plus que sous le charme. Ils sont carrément bouche bée face à ce qu'ils sont en train de voir, parce qu'on disait on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça en France, on n'a jamais vu ça nulle part. Et là, aux États-Unis aussi, la hype commence vraiment à monter très très fort. Melvin, ton avis sur le cheat code, comme on dit? Ouais, je pense qu'on en a déjà parlé. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est en plus de ses qualités physiques et de son talent, c'est son état d'esprit, sa maturité pour son âge. J'en parlais d'ailleurs avec Pascal la semaine dernière, après avoir lu son article, son excellent article sur Slam. Et moi, c'est vraiment ça j'ai l'impression qu'il le met vraiment ailleurs. Je veux dire, avoir un joueur de 18 ans qui peut faire ce qu'il fait, qui a cette mentalité-là, c'est quand même à part. Et puis, comme disait Antoine, on sait que les Américains sont généralement sceptiques sur les prospects européens. Il faut se rappeler qu'il y en avait beaucoup qui doutaient, par exemple, de Luka Doncic. Et là, de pouvoir le voir aux États-Unis face à d'autres prospects américains. Moi, j'avais mon téléphone, je recevais des messages, que ce soit d'amis de San Francisco ou des journalistes locaux que je côtoie chez les Warriors, qui avaient l'impression de regarder un extraterrestre. Donc l'effet Wemby est là. L'effet Wemby est là. Merci pour la passe décisive, Melvin. On va se tourner vers Pascal Gibernet, journaliste qui a eu l'opportunité de rencontrer Victor et d'en faire... Furtif, hein. Oui, furtif, mais une chance quand même. On aimerait bien nous passer autant de temps avec lui. Tu en as fait un article. Oui. Moi, on va parler bien sûr de l'article, mais quel ressenti tu as aujourd'hui après avoir passé quelques minutes, quelques heures avec Victor? On parlait de Mustapha Sonko, on parlait de Tony Parker. Là, je parle de la personnalité du jeune homme. Quel est ton ressenti quand tu penses dans la même veine que Tony, la première fois que je l'ai rencontré à 15 ans, quoi. D'accord. Beaucoup de maturité d'esprit. Okay. Vraiment, c'est impressionnant. Il sait ce qu'il veut. Okay. Une très, très, très grande confiance en lui. Ouais. Parce qu'il faut la sortir, la quote sur Scoot Anderson la veille du match. Hein. Je dis, le pauvre gars, si je n'étais pas né, il serait numéro 1 de la draft. C'est chaud quand même. Je veux dire, il faut la sortir. Les Ricains adorent ça. Mais il faut quand même le faire. Ça, c'est la quote qu'il faut sortir. Les Ricains adorent ça. Et derrière, bim, 36 points. Fin des débats, c'est fini. Et il rebolote encore derrière. Donc, mentalement, ça c'est... On n'a pas, malheureusement, hein, on n'a pas... Angelo enfin, je ne dis pas ça parce qu'il est là, il était un peu comme ça, il avait un peu... il voulait manger des cailloux, il avait la rage, tu vois. On n'a pas souvent ça en France. Ouais. Les gars qui veulent manger des cailloux, les gars qui sont motivés. Il y a beaucoup de gars talentueux chez nous. On n'a pas des gars comme ça avec le feu sacré. Non, mais des gars qui acceptent d'avoir confiance en eux surtout. Parce qu'on sait très bien qu'en France, on va souvent être décrié pour ce trait de caractère. On n'est pas mis en avant, ou en tout cas, on est souvent rappelé à l'ordre sur cet élément-là. On dit, d'arrogance. Attention, ne parle pas,
soit mesuré. Et comme tu l'as dit, pour les États-Unis, c'était du pain béni. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est son anglais, qui est parfait. Et avec un accent. Meilleur que Tony. Exactement. C'est un joueur qui est prêt. Meilleur que Tony au même âge. Hein, oui. Meilleur que Tony au même âge. Tony, son papa, il est américain. Donc, une anecdote, Pascal, peut-être sur... alors, on s'étonne tous des performances de Victor, mais il semblerait quand même qu'il eût été préparé justement pour aller aux États-Unis et peut-être sortir des matchs aussi incroyables. En fait, il est préparé. Ce gars-là, il s'est préparé toute sa vie, je crois. Hein. C'est quand même un gars... comme on dit, qui a une grosse confiance en lui. Mais bon, cet été, il est assez marrant parce que cet été, il allait aux États-Unis pour la première fois. Et je lui dis, donc je lui parlais donc, des joueurs NBA qu'il adorait. Et puis, et si le fait de prouver contre des joueurs NBA, il n'avait pas eu la chance de le faire, est-ce que du coup, ça lui permettrait un peu de se situer est-ce qu'il se situe par rapport à ça? Et puis lui, il dit, non, mais moi, j'ai pas besoin d'idolâtrer un tel ou d'avoir quelque chose à prouver. Et puis, il s'arrête et puis il relance 5 secondes après. Il fait bon. Après, moi, cet été, je me suis entraîné contre Tyrese Maxey et Miles Turner. Et j'ai fait et alors? Il dit bon, moi, c'est pas mon genre à parler des gens, mais je te laisse te renseigner. Et tu verras ce que les gens ont à te dire. Ok. Et donc, et il fait ça avec un petit sourire, beaucoup de confiance et tout. Et bon, je me suis renseigné et Tyrese Maxey, je pense que le truc qui symbolise le truc, Tyrese Maxey et Miles Turner le suivent sur Instagram. Et pendant tout le match, les mecs, ils ont mis des trucs sur les stories. Bon, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. Tyrese Maxey, on peut préciser l'arrière des Sixers. Petite étoile montante d'ailleurs. Ok, on va s'arrêter là sur... Des ballons qui n'ont pas atteint leur objectif, on va dire. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on devine aisément pourquoi. Tu sais, Sylvain, c'est important quand même de le mentionner. Quand on a un talent pareil, en tant que parent, c'est pas évident de le préparer. Donc, il faut quand même mettre en avant le travail des parents. En plus, je connais son papa qui lors de ma toute première expérience du staff, de manière générale. Je pense que l'équipe mais ça commence par les parents, autour de lui. Parce que les coachs, c'est bien, mais de fait qu'il soit humble, préparé, qu'il ait confiance en lui, qu'il assume qui il est, c'est important de le mettre en avant parce que c'est jamais évident. En tant que parent, on n'est pas préparé à ça et je veux leur tirer mon chapeau parce qu'ils ont été remarquables. En plus, ils sont vraiment en mode nous, on ne veut pas être mis sous le feu des spotlights. Je veux dire, chez Bouna et les agents de Victor, donc Bouna et Jeremy Medjana, m'ont présenté aux parents. On fait le forcing pour que je puisse avoir une interview. À un moment, ils me font non, mais tu vas l'avoir l'interview. J'ai jamais eu d'interview. Les gars, ils voulaient pas. D'accord. Et bon, respect, quoi. Il y a pas de souci. Moi, je leur ai dit, hein, il faut que ça vienne de vous. Si vous voulez pas faire l'interview, il y a pas de problème. Et du coup, ils veulent pas de ça, ils veulent pas de ce genre de choses, mais on sent qu'ils ont bien préparé en dehors du basket. Leur fils à devenir un jeune homme. Bien sûr. Un jeune homme qui est bien dans ses baskets, qui a confiance en lui, qui n'hésite pas à dire qu'il est un artiste en plus d'être un basketteur ou un basketteur artiste. et c'est assez marrant de voir un peu les similitudes qu'il a pris chez un tel, chez le papa et chez la maman. Et c'est un gars qui est bien dans sa tête. Hein. On va suivre ce jeune homme tout au long de la saison Hype. Hein. Forcément, ce sera un sujet chez nous. On va être obligé de s'arrêter là pour le cas Victor Wembanyama. Et puis, on va enchaîner puisqu'un homme fait son retour dans Hype. C'est Emric Parker et sa chronique fraîche. Alors, Hype, c'est également la communauté des sports US. Hein. On parle beaucoup de basket et de NBA, mais on a aussi cette capacité à s'intéresser à d'autres sports. Et quand on est à New York, il y a un sport qui domine, qui doit sûrement parler à Pascal, c'est le baseball. Et Emric Parker déambule toujours un petit peu dans les rues et donc est allé à la rencontre de l'environnement baseball et notamment de toutes ces dimensions un petit peu Yankees et notamment l'histoire du logo. On vous propose d'écouter tout ça et on discute ensemble après. Bonjour Sylvain, bonjour à tous et bienvenue dans la Chronique Fraîche saison 2. La Chronique Fraîche, comme l'année passée, c'est ton rendez-vous hebdomadaire préféré pour décortiquer le lifestyle et la culture US ici avec moi à New York, caméra embarquée. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de te parler peut-être du logo le plus connu de l'histoire du sport, le logo des New York Yankees. Alors, enfonce-toi un peu plus dans ton canapé, la Chronique Fraîche, c'est maintenant. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that.
When it comes to the boom bap, nothing less or more. Keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. New York Yankees, un logo exceptionnel. Cette année, en plus, les Yankees ont vu le batteur vedette Aaron Judge battre le record de la Ligue américaine avec 62 home runs. Mais cette histoire du logo, c'est un petit peu une histoire double, à savoir d'abord le logo, son histoire en lui-même, celle des New York Yankees, mais également celle de la marque New Era, fondée elle à Buffalo, dans l'État de New York également. Mais ces deux histoires vont main dans la main pour comprendre vraiment l'importance culturelle et l'impact de ce logo. On est en 1877 et Louis Tiffany, le créateur joaillier de la marque Tiffany & Co. ici à New York, développe pour la NYPD, la New York Police Department, une médaille de bravoure pour célébrer les officiers. En 1903, l'équipe de baseball arrive à New York, on les appelle à l'époque les New York Highlanders, et un des propriétaires de l'équipe est un ancien commissaire de la NYPD, il adopte le logo créé 20 ans auparavant. La marque New Era, elle, débute en 1920 à Buffalo, dans l'État de New York, près de la frontière canadienne, par la famille Koch, qui inventera cette casquette mythique en 1954 qu'on appellera le 5950 en référence au numéro de catalogue, en fait, le numéro de série de la casquette dans le catalogue, 5950. À partir des années 70, 20 des 24 équipes de la Major League Baseball sont équipées New Era et il faudra attendre 1993 pour avoir la licence exclusive avec la MLB. Et c'est vraiment dans les années 80 que l'on commence à avoir ce phénomène de mode qui apparaît. L'acteur Tom Selleck, notamment dans la série Magnum, portera une casquette New Era des Detroit Tigers. Mais en 1996, chose incroyable, Spike Lee demande aux Yankees une casquette custom rouge qui défie un petit peu la casquette Forever Blue, qui est une casquette bleue Navy mythique et qui est imposée par l'équipe et par la Major League Baseball. Il obtiendra sa casquette et cela va passer dans tous les écrans américains et à partir de là on commencera à avoir des casquettes custom de couleurs différentes. Voilà, tu en sais désormais un peu plus sur le logo des New York Yankees, ce logo mythique rendu célèbre notamment par Jay-Z, le rappeur de Brooklyn, qui dira lui-même « Aucun autre New-Yorkais n'a rendu le logo des Yankees plus connu que moi ». Et c'est vrai que comprendre cet impact culturel, c'est comprendre un peu plus le sport aux États-Unis, qui est une vraie religion ici. Mais en tout cas, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt sur la Chronique Fraîche dans Hype sur Sport en France. C'était le retour d'Amérique. Baseball, Amérique, hein, tout l'été, on l'a vu dans les stories sur Instagram, aller du côté du Yankee Stadium. On essaiera justement d'ouvrir un petit peu notre palette aussi de sport et de vous montrer un petit peu l'envers de tout l'environnement des sports américains. On ne va pas trop débriefer sur cette pastille-là parce qu'on a une grosse discussion autour d'un certain Draymond Green qui fait du basket, mais apparemment pas seulement. Allons-y dans le débat de la semaine. Alors, on avait quitté les Warriors, champions NBA, en train de célébrer leur titre et parader dans les rues de San Francisco. Tout le monde avait l'air plutôt souriant et content et prêt surtout à en découdre pour la saison à venir. Quelques semaines ont passé et on retrouve des coéquipiers malheureusement en train d'en venir aux mains. Ça concerne deux d'entre eux, Jordan Poole et Draymond Green. Vous avez forcément vu passer la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était assez violent. On va essayer de refaire un petit peu la chronologie des faits avec Melvin. Melvin, qu'est-ce qu'il s'est passé et est-ce que tu peux nous donner justement quelques points clés, quelques dates clés, comment et pourquoi on en est arrivé à cette situation? Ouais, avec plaisir. C'est vrai que c'est une situation assez surprenante parce que l'ambiance était toujours au beau fixe quand ils ont commencé le training camp. Et donc, mercredi dernier, on apprend qu'il y a cette altercation qui s'est terminée avec Draymond Green qui met un coup de poing à Jordan Poole. Alors, c'est pas la première fois que les deux joueurs ont des échanges, j'ai envie de dire, intenses. C'est jamais arrivé à un coup de poing avant, mais en novembre dernier, ils avaient déjà dû être séparés sur le banc lors d'un match à domicile contre Minnesota. Et puis à l'entraînement, il y a beaucoup de trash talking, mais c'est jamais vraiment méchant. Alors pour ceux qui connaissent pas les deux joueurs, Draymond Green, il va avoir 33 ans en mars prochain. Ça va être sa 12e saison NBA. Il a passé toute sa carrière à Golden State. C'est le leader de la défense. Il est essentiel à la défense, mais aussi à la philosophie de jeu de Steve Kerr. Et il a un titre de meilleur défenseur, comme on le voit ici. Il a 4 bagues de champion. Et les Warriors n'en seraient tout simplement pas où ils en sont aujourd'hui sans lui. De l'autre côté, on a Jordan Poole qui, lui, il vient d'avoir 23 ans. C'est sa 4e saison. Il va commencer sa 4e saison NBA.
il a eu un début de carrière un peu plus compliqué, mais il a vraiment explosé l'année dernière. Et il s'est rendu indispensable. Et c'est le premier jeune qui arrive à se hisser, j'ai envie de dire, dans le cercle fermé des joueurs indispensables de rotation à Golden State. Il a réussi à avoir ce statut tout simplement parce que, un, il a une confiance en lui absolument à toute épreuve et il le clame haut et fort. Et deux, il a vraiment une éthique de travail exemplaire. Et ces deux aspects ont vraiment permis, j'ai envie de dire, aux vétérans de l'accepter et vraiment de le prendre sous leurs ailes. Et donc, il y a vraiment cette relation, j'ai envie de dire, entre grand frère et petit frère, avec Steph Curry, avec Klay Thompson et même avec Draymond Green. Et malheureusement, ça s'est mal passé mercredi dernier. Donc, mercredi, on apprend qu'il y a cette altercation. Jeudi, on a une conférence de presse de Bob Myers, qui est le président des opérations de basket de Golden State, de Steve Kerr, l'entraîneur, et de Steph Curry. Et en gros, il nous confirme l'altercation. Il réfute la rumeur d'un Jordan Poole qui aurait la grosse tête depuis, parce qu'il s'apprête à signer une grosse extension de contrat. Il confirme que la situation a été présentée a été provoquée par Draymond Green. Mais ils expliquent que tout va être réglé en interne parce qu'ils ont l'habitude de ça avec Draymond Green, qui n'en est pas à son coup d'essai malheureusement. On voit un peu les côtes ici. Mais donc, on en est là jeudi. Et puis vendredi, tout part un peu en cacahuète, où on a TMZ qui sort la vidéo de l'altercation. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus grave que prévu. Je ne sais pas si on a prévu de... Voilà, on peut voir les images où on voit Green qui s'approche tout doucement de Jordan Poole. Poole le pousse parce que bon, il est dans son espace perso. Et boum, Green lui met une mandale assez grave quand même. Je t'arrête et on continue avec toi par la suite, parce que je pense que tu as d'autres éléments à nous apporter. Moi, je me tourne vers nos deux protagonistes en plateau. On sait que ça peut arriver dans un vestiaire. Où est-ce qu'on peut mesurer le problème de ce qui s'est passé? Est-ce que Angelo même de bien sûr, je vais me tourner vers Angelo, mais est-ce que c'est bien sûr l'altercation ou est-ce que c'est le fait que ce soit rendu public qui pose problème? Alors les deux. Okay. Le fait que ça soit rendu public donne une dimension beaucoup plus dramatique et la gestion derrière des émotions et des faits avérés, maintenant, est laissée libre à l'interprétation de beaucoup de personnes et le fait est que derrière, on doit se justifier ou se défendre de sa réaction. C'est-à-dire que maintenant, Jordan Poole peut-être peut perdre le respect de ses pairs s'il fraternise avec Draymond Green immédiatement, parce qu'on va dire mais comment tu te fais taper dessus comme ça et derrière tu fais comme si de rien n'était, ça veut dire que tu es un faible. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être prises en considération et qui altèrent la dynamique de cicatrisation par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'est la violence du geste de Green et j'ai été dans des vestiaires, j'ai eu des coéquipiers avec qui... J'ai jamais vu un truc pareil. Non. Ah ouais. C'est-à-dire que quand deux joueurs veulent se battre, il y a un langage corporel. Là, on voit très bien que Poole repousse Draymond Green, qui est venu lui-même réduire la distance et lui souffler un peu dans le cou. Il lui mâchouille l'oreille. Poole le repousse, mais Poole garde les bras ballants. Il n'est pas du tout dans un langage corporel de « je veux me battre avec toi ». C'est plus genre « viens pas me respirer dans l'oreille là, tu me dis ce que tu veux ou pas, de toute façon j'accepte pas ton comportement, je te repousse ». Surtout qu'il y a 15 à 20 kilos d'écart entre les deux. Et Poole n'est pas fou à essayer de se battre avec Draymond Green. Et le fait est qu'il y avait presque cette volonté de Green d'en venir aux mains. C'est-à-dire qu'il a poussé cette altercation à ce que ça... Il a poussé à bout de Jordan Poole, en fait. C'est quand même une situation tellement particulière qu'on se dit que l'antagonisme n'a pas commencé au début de l'entraînement. Non. C'est un truc latent entre eux. Et... c'est quand même très différent de la situation entre Xavier McDaniel et Anthony Mason, et toi tu es bien placé pour connaître cette histoire, dans le vestiaire des Knicks, mais c'était deux joueurs intérieurs qui étaient tous les deux des brutaliseurs d'adversaires. Et quand McDaniel est arrivé dans le vestiaire des Knicks, les deux ne s'aimaient pas, et c'était connu de tout le monde, et ils en sont venus aux mains, sachant qu'ils étaient tous les deux préparés à en venir aux mains. Mais le fait de blablater, de se dire certaines choses, d'avoir une certaine agressivité entre deux joueurs qui ne s'apprécient pas forcément, ou peut-être le petit frère qui en a marre que le grand frère soit tout le temps à lui souffler dans les bronches, ce qui est le cas, et on le sait, de Draymond Green avec ses coéquipiers, très bien. Mais que Draymond Green mette cette mandale
sachant que Jordan Poole n'était pas avec un langage corporel de vouloir en arriver aux mains. Ça en dit beaucoup. C'est ça qui me gêne en fait. C'est pas le fait que ça se soit passé. Alors pour toi, c'est scandale. On a une petite question qu'on vous pose également, chers téléspectateurs. Cette situation, vous la trouvez normale ou scandaleuse tout simplement? Moi, je posais la question à Antoine. Normal ou scandale, cette situation aux Warriors? Ah bah scandale quand même, hein, quand on voit... je crois que ça me commençait. Ouais, bah scandale quand même, parce que de tout ce qui a été dit, quoi. Cette mandale-là, c'est pas juste une bagarre entre coéquipiers, c'est pas une petite qu'on peut voir parfois sur les terrains ou quoi. C'est une énorme mandale sur un joueur qui s'y attendait pas. Après, le petit truc à dire, c'est que quand même Jordan Poole a quand même poussé le bouchon sur certains trucs, pas jusque-là, mais là un petit peu poussé le bouchon, et que quelques jours avant, il y avait Klay Thompson qui disait dans un concours de shoot à 3 points au Japon là, pendant leur tournée, c'est bien qu'on l'ait gagné parce que ça va le rendre un petit peu plus humble. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est pas aller jusque-là quand même. Ok. Enfin bon, ces gars, 4 titres de champion NBA, fait 10 ans qu'ils sont dans la ligue, ils ont de la bouteille, quoi. Ils sont de la bouteille. Normalement, ils sont expérimentés, effectivement. Ça, c'est plus un comportement qu'on s'attend à voir, en fait, parce qu'en fait, Draymond Green, pour arriver où il est, pour avoir autant de succès, c'est un gars, il joue avec un edge, comme aux États-Unis. Ouais. Il est à la limite, il flirte avec la folie un peu. Il faut qu'il se sublime. Donc ce genre d'agressivité, au cours d'un match, tu comprends tout à fait, vu que lui, il flirte un peu, il est toujours à la limite. Mais un entraînement, surtout que l'image d'avant, on le voit, il est comme ça, on sent en fait, le truc rumine. Ouais, oui, il a pété un plomb depuis un moment, le bouton d'interrupteur est off, et le mec, il a pété un plomb, quoi. Et c'est pas du tout rationnel, surtout que, encore une fois, comme le dit Angelo, le gars avec qui il met une mandale, il y a 20 à 15 kilos d'écart, c'est énorme. Et il y a surtout le langage corporel. Oui. C'est-à-dire que Jordan Poole n'est pas en mode agresseur. Le fait qu'il repousse Draymond Green est tout de même lié au fait que Draymond Green vienne faire corps à corps et lui souffle dans les oreilles. Ouais. C'est pas comme si Jordan Poole avançait sur Draymond et l'a poussé. Alors, là, il y aurait eu quand même une différente dynamique. On va redonner la main à Melvin. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du cas Draymond Green au sein de la franchise? On sait qu'il a, lui, présenté des excuses publiques. J'ai quelques déclats à vous lire et ensuite on t'écoute, Melvin. Alors, il y a une énorme gêne qui sort de cette vidéo. C'était pathétique. Je me suis excusé auprès de Jordan et sa famille. Je ne recherche pas la sympathie. Si quelqu'un mérite de la sympathie, c'est Jordan et cette équipe. J'ai échoué comme leader. J'ai échoué en tant qu'homme. Voilà, ça c'est une partie des excuses de Draymond Green. Bien sûr, il y en a d'autres. On va se poser maintenant la question de l'avenir de Draymond Green à moyen terme, court et long terme. Est-ce qu'il a scellé son sort chez les Warriors, Draymond Green? Alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que ses excuses, ça a été une conférence de presse de 40 minutes où il a vraiment été honnête, sincère. Il a annoncé qu'il allait être loin de l'équipe pendant quelques jours, mais qu'il espère jouer l'Opening Night qui est mardi prochain. Après, sur la question, est-ce qu'il a scellé son cas, c'est une situation qui est compliquée. Je pense que dans l'immédiat, on le voit dans les mots et sur le visage de Steve Kerr, de Kevin Looney, même de Steph Curry, que là, il a quand même franchi une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Par exemple, on a Steve Kerr le même jour, quelqu'un lui demande comment est-ce qu'il va pouvoir regagner la confiance du vestiaire, la confiance de la franchise. Et Steve Kerr fait une pause pendant 3 secondes et répond « no comment ». Et donc, on sait que Steve Kerr et Draymond Green ont une relation quasiment fusionnelle. Et pour que Steve Kerr en arrive à dire ça, c'est que ça va prendre énormément de boulot pour Green de réparer ce qu'il a fait. Et après, sur son avenir un peu plus, j'ai envie de dire, moyen ou long terme, le problème, c'est qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect sportif et il y a l'aspect humain. L'aspect financier, Draymond Green peut être agent libre à la fin de la saison. Et c'est un secret de polichinelle que les Warriors ne veulent pas lui donner un gros contrat ou un contrat max. Et malheureusement pour lui, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a peu d'équipes, je pense, qui vont vouloir lui donner un contrat mirobolant. Sur l'aspect sportif, les Warriors ne peuvent pas, par exemple, transférer Draymond Green du jour au lendemain, parce que s'ils le font, ils peuvent dire au revoir à toute chance de gagner un 2e titre consécutif. Ils ont besoin de Draymond Green pour pouvoir être compétitifs et pour pouvoir défendre leur titre. Au moins cette saison, et je me tourne tout de suite vers Angelo qui a été dans un vestiaire et qui côtoie encore même quelques vestiaires. Comment on fait justement pour
faire en sorte que le groupe reste uni et que le groupe aille vers un objectif peut-être de titre voire de finale NBA en commençant la saison avec un cas aussi important à gérer. Tu laisses le groupe trouver ses réponses seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant que coach, tu dois savoir aussi laisser de la distance. On ne peut pas imposer à des gens d'avoir un comportement et un leader ne peut pas, par la force ou l'autorité, imposer à ces gens de croire dans un projet ou de pardonner. C'est un truc humain. Ça doit être Jordan et Draymond qui doivent penser leur play. J'aime beaucoup ce qu'a dit Draymond parce qu'il a été très ouvert et très honnête envers ses propres problèmes, ses propres souffrances internes qui ont fait. Et il a dit une phrase qui pour moi est tellement vraie, c'est « les gens blessés blessent les gens ». Donc il a été défaillant, il le reconnaît. Et le fait de s'ouvrir à ça et de faire amende honorable par rapport à ça donne une chance au vestiaire. Tu penses qu'il, lui, a une chance d'être réintégré, réaccepté par ses coéquipiers ? Alors oui, parce que sur le terrain, ça reste tout de même un joueur exceptionnel. Et surtout dans le système des Warriors, si l'ambition d'un titre, ce qui je pense est une ambition partagée de tous au sein de ce vestiaire, reste la même, ils vont s'en accommoder. C'est simplement que j'ai déjà eu des coéquipiers, bien sûr, j'ai déjà eu des coéquipiers avec qui on ne se parlait pas, on ne se disait pas un mot hors des parquets, mais avec qui on fonctionnait très très bien sur le terrain. Donc on n'a pas forcément besoin d'être amis. Par contre, on a besoin de se respecter mutuellement. Donc il est question pour Draymond de retrouver le respect de Jordan et du reste de ses coéquipiers. Mais sur le terrain, il est essentiel parce que c'est le seul joueur apte dans cette ligue, en NBA. Il n'y a pas un autre joueur apte à permettre à Klay Thompson et Steph Curry d'être à la... C'est le lion. C'est le lion en fait, c'est le lion ultime. C'est-à-dire qu'il est exceptionnel dans le système des Warriors, mais c'est un joueur qui aurait beaucoup de problèmes à être aussi exceptionnel dans une autre équipe NBA puisqu'il n'y a que les Warriors qui jouent tels qu'ils le font. Et c'est aussi ça qui va être intriguant par rapport à son futur. Allez, c'est le lion. Le mot de la fin avec Pascal, ouais. Seulement sur les parquets, mais c'est le lion, c'est quelqu'un qui est très, très, très apprécié dans les vestiaires. C'est ça aussi, c'est un gars, c'est la voix des vestiaires, c'est lui qui parle tout le temps, c'est lui, on le voit, il est très apprécié. Il était ou il est ou il était il l'est, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Melvin va confirmer, je pense, c'est un gars qui est très apprécié dans les vestiaires, c'est un gars que les gens apprécient, non ? Il l'est, c'est un gars que tout le monde apprécie, je dirais même plus dans la franchise et à San Francisco, et même dans toute la Bay Area. Maintenant, les images, je pense, changent la donne. Et malheureusement, je pense qu'il y a certaines personnes dans la franchise qui ont un ras-le-bol des sautes d'humeur de Draymond Green parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Dans le vestiaire, je pense que c'est surtout pour les jeunes joueurs en fait, qui n'ont pas ce vécu de plusieurs années avec lui. C'est-à-dire que tu dis que tu es leader de l'équipe et derrière, tu en mets une à un gars qui a 23 ans. Comment est-ce que tu peux revenir et du coup engueuler quelqu'un qui ne fait pas la bonne rotation en défense ? Est-ce que tu vas pouvoir faire ça, jouer ce rôle ? Est-ce que les jeunes vont avoir une certaine peur de comment tu peux réagir ? Donc bon, je pense que ça va être compliqué. Le dernier point que je noterai, c'est que Jordan Poole ne s'est pas encore exprimé dans les médias. J'imagine que ça devrait pas tarder. Il est généralement peu loquace quand il le fait. Et je pense que lui va essayer d'être plutôt positif et de regarder vers l'avenir. Et l'autre point, c'est que les Warriors n'ont toujours pas annoncé de suspension ou d'amende. Et il y a vraiment une volonté d'essayer de remettre cet incident en interne et de décider de tout en interne. Affaire à suivre. La saison n'a pas commencé. Déjà des gros dossiers à gérer pour les Warriors qui vont être un candidat assez sérieux à leur propre succession, malgré tout, parce que l'équipe reste très très solide. On en parlera dans un prochain hype sur le plan du jeu. On va retourner justement sur le jeu et on va se focaliser maintenant sur la reprise de la saison NBA qui arrive très très vite avec notre preview de la conférence Est. Place au jeu. Pour ceux qui découvrent encore la NBA et son organisation, on peut repréciser qu'il y a deux conférences, Est et Ouest, et chaque conférence qualifie les 8 meilleures équipes pour une post-season, donc les playoffs, et ensuite un petit tournoi qui amène la meilleure équipe de l'Est et la meilleure équipe de l'Ouest à s'affronter en finale NBA. On va donc repartir de zéro. La saison régulière va commencer le 18 octobre prochain et on va s'intéresser à la conférence Est. Alors vous voyez toutes les équipes qui s'affichent. Donc au départ, Milwaukee, Boston, Philadelphie, Miami, Brooklyn, Cleveland, Toronto, Atlanta, Chicago, Washington, New York, Charlotte,
Détroit, Indiana et Orlando vont toutes partir pour tenter de se qualifier en play-off. On va, nous, parler donc de ces franchises en 3 catégories pour essayer un petit peu de vous les présenter. Alors, quand on parle de catégories, c'est parmi les équipes qu'on pense être les plus à même d'être favorites pour atteindre les finales NBA ou voir les playoffs, et ce qu'on appelle nous donc les contenders. On aura aussi les outsiders, donc ces équipes qui vont peut-être faire les playoffs mais qui peuvent peut-être aussi espérer aller un peu plus haut. Et puis on a une dernière ceux qui vont tanker pour Victor. Celles qui vont tanker pour Victor. Les Wembanyamers. Les Wembanyamers qui vont attendre l'arrivée de Victor Wembanyama. Et franchement, ils auraient tort de s'en priver tellement le prospect est unique. Alors voilà, pour nous, on a 3 franchises qui pourraient peut-être attendre l'arrivée de Victor, les Pacers, les Pistons de Killian Hayes, le français, et le Magic d'Orlando. Voilà un petit peu Road to Wemby, j'aime beaucoup le titre. Donc on va pas forcément parler de ces 3 franchises, on va tout de suite aller vers la catégorie des outsiders. On a un petit peu le temps. Je me tourne peut-être vers Angelo pour commencer dans la catégorie des outsiders. Voilà le tableau qui s'affiche pour t'aider un peu. Miami, on a Brooklyn, Cleveland, Toronto et Atlanta. Quelle équipe te hype le plus dans cette catégorie-là ? Alors, beaucoup de monde parlerait de Brooklyn à cause de Durant, de Kyrie. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a une équipe qui, moi, j'appréciais particulièrement regarder jouer la saison passée, c'est les Cleveland Cavaliers. Mm-hmm. J'ai vu une bonne quinzaine de leurs matchs. Brooklyn North. Oui, ils ont récupéré tous les assets de Brooklyn. C'est clair. Et en fait, c'est quand même, pour moi, une équipe qui a énormément de potentiel, mais qui a montré qu'elle répond déjà, on va dire, aux attentes de ce que ce potentiel présentait une fois qu'ils ont rajouté Caris LeVert, Jared Allen. Oui. J'aime énormément comment ils jouaient avant l'arrivée de Donovan Mitchell. Ouais. Et le fait que Donovan Mitchell arrive leur donne tout de même un star power et on va dire une sorte d'assurance tout risque dans le scoring et dans peut-être l'impact offensif qui peut être attendu d'un outsider à l'Est, surtout que c'est une conférence qui est particulièrement dense. Et donc, dans cette idée-là, il y a tout de même la perte de Markkanen qui va être un petit peu dommageable. Finlandais, Lauri Markkanen, parti du côté de Utah. Voilà, qui a été exceptionnel lors de l'Eurobasket d'ailleurs et qui est un joueur qui a un profil particulièrement intéressant parce qu'avec Evan Mobley et Markkanen et Kevin Love et Jarrett Allen, ils avaient une équipe aux dimensions surdimensionnées tout simplement. Ils avaient une longueur de segment, de la taille, de la qualité de shoot extérieur qui leur permettait d'avoir une frontline particulièrement efficace et dangereuse. Mais ça va quelque part ouvrir les portes à une responsabilisation totale de Evan Mobley, puisque maintenant il y a moins d'options potentielles au niveau du poste 4. Et Evan Mobley, qui a montré le bout du nez la saison passée en tant que rookie, va pouvoir vraiment passer à l'étape suivante. Et donc, s'il reste en bonne santé, parce qu'il est tout de même fin et assez fragile, s'il reste en bonne santé, il va pouvoir passer ce palier. Et on a quand même déjà 2 All-Stars, avec Allen et Garland, et on a Donovan Mitchell, qui lui aussi est un statut All-Star. Est-ce que l'arrivée de Donovan Mitchell ne freine pas un peu le développement potentiel de Darius Garland ? Non, puisque c'est des joueurs qui peuvent exister l'un à côté de l'autre. Oui, tout à fait. On a souvent vu, et beaucoup d'équipes NBA, on a un Zach LaVine et DeMar DeRozan, par exemple, du côté de Chicago, qui sont tous les deux scoreurs et qui existent parfaitement sobre, qui coexistent. Il y a beaucoup de possessions en NBA, ce qui permet d'avoir beaucoup de munitions et on peut distribuer les munitions de manière équitable, sachant qu'en plus Garland est un meneur, donc il a la balle dans les mains, et Mitchell est un finisseur, donc il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Mais je suis très excité à l'idée de voir comment ils vont confirmer leur bonne saison de l'année dernière pour potentiellement intégrer le top 6 et donc les playoffs immédiats. Antoine, on est dans la catégorie des outsiders. Quelle est ton équipe outsider dans la conférence Est ? On est tous mordus de NBA, mais je ne mets pas des t-shirts sur mes fenêtres tous les jours. Donc là, j'ai mis Brooklyn parce que c'était celle pour cette catégorie-là. Certains les voient carrément dans les contenders, donc prêts à jouer le titre tout de suite. On les a mis dans les outsiders parce qu'il y a quand même encore beaucoup de questions. On a les 3 joueurs majeurs qui font partie des joueurs les plus compliqués, on va dire, au niveau de leur personnalité, de ce qu'ils expriment. Durant, ça va encore. Il performe bien, même si c'est plus sur la communication, etc., qu'il y a quelques soucis. Et on l'a vu encore cet été par rapport à le coup de pression qu'il a mis à la franchise et qui finalement, rien ne change.
On a Kyrie Irving qui était lié à ce coup de pression. Et là aussi, on sait que sur le terrain comme hors des terrains, ça peut un petit peu aller dans tous les sens. Et lui, donc, c'est à un degré bien plus élevé que KD. Et derrière, on a Ben Simmons, qu'on n'a pas du tout vu l'an dernier, puisque depuis cette espèce d'épisode bizarre pendant la série contre Atlanta, où les Sixers se sont complètement effondrés, Ben Simmons a mal pris le coup de pression qu'il a pris derrière de Joel Embiid et Doc Rivers. Et donc, on l'a plus du tout vu jouer pour des raisons de santé mentale, selon lui. Donc, on attend de voir justement où en est un petit peu sa tête et ses performances du coup derrière sur le terrain. Et j'ai envie de rajouter là-dedans que Steve Nash, ça ne doit pas être très très serein non plus, parce que c'est un joueur avec un énorme résumé de double MVP, mais qui en tant que coach, pour l'instant, n'arrive toujours à rien faire. En tout cas, pas du tout ce qu'on voudrait attendre d'une telle armada. Donc, ça met beaucoup de pression sur Brooklyn, et c'est pour ça qu'on les met plutôt en outsiders que contenders. Ceci dit, ça reste une énorme armada, pas juste avec ses joueurs stars. Il y a vraiment des choses autour. Il y a Patty Mills, il y a Seth Curry qui shoot très bien. Il y a TJ Warren, dont on va voir un petit peu si le staff médical du côté de Brooklyn est meilleur que celui du côté d'Indiana pour le relancer. C'est un joueur qui avait explosé pendant la bulle en 2020. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Royce O'Neal, on a des joueurs qui ont peut-être des choses à montrer du côté comme Yuta Watanabe, etc. Donc, on attend de voir, mais on va dire que ça pourrait très bien jouer le titre aussi du côté du printemps, mai-juin. Pascal, tu as vécu à New York, Brooklyn, tu connais un petit peu. Quand on évoque les Nets, sans rentrer forcément dans ce qui s'est passé cet été, oui. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à la reprise de la saison en termes de situation? Est-ce que c'est Kevin Durant? Est-ce que c'est Kyrie Irving? Ou est-ce que c'est Ben Simmons? Je suis très curieux de voir ce que va donner Ben Simmons. Voir un peu s'il va arriver à sortir de sa torpeur. Parce que c'est un gars qui a un souci, visiblement, qui mentalement a été cassé par ce qui s'est passé à Philadelphie, qui est toujours pas revenu. Et j'espère que Kevin et Kyrie vont arriver, et Steve Nash vont arriver un peu à le relancer, parce que c'est un gars, si jamais Ben Simmons arrive un peu à retrouver, s'il a travaillé surtout, parce que cette inaptitude à shooter extérieur, là, c'est pas possible, quoi. Donc il faut... On parle pas à Angelo, il va nous faire 3 heures là-dessus. J'espère que le gars, j'imagine que cet été, il a engagé quelqu'un, il a bossé, c'est passé quelque chose, parce que c'est pas possible. On espère tous. On espère, parce que là, oui, c'est vrai que Durant, Irving et Ben Simmons, ça fait rêver. C'est un bon... Mais bon, après, c'est pas tant... Bon, Simmons, c'est vraiment le basket, et après aussi l'extra basket avec Irving... suivant le gourou qui suit sur Instagram, ou ce qu'il a mangé comme céréales, la céréale avec du CBD ou non, enfin on ne sait pas ce qu'il va nous sortir. Beaucoup de questions autour de Brooklyn. On comprend que Harden soit barré. Très intrigante cette équipe. Excitante, mais intrigante également. Gros point d'interrogation. Allez, l'équipe de Melvin dans la catégorie des outsiders, et on enchaînera vite avec Melvin sur les contenders aussi. Ok, moi j'ai longtemps hésité entre les Raptors chers à Pascal avec leur star Pascal Siakam et les Atlanta Hawks, et au final j'ai pris les Atlanta Hawks. Alors eux ils ont terminé 8e à l'Est l'année dernière, ils avaient fait la finale de conférence il y a 2 ans. Alors on voit Trae Young ici, c'est de loin leur meilleur joueur. Ils avaient un problème, les Hawks, c'est qu'ils avaient la 2e meilleure attaque quand Trae Young était sur le terrain. Par contre ils avaient la 26e défense, et donc du coup pour essayer de trouver de l'aide ou amener de l'aide à Trae Young, ils sont allés chercher l'ancien meneur de San Antonio et l'ancien All-Star d'ailleurs, DeJounte Murray, pour pouvoir progresser en défense, parce que Murray c'est un des meilleurs défenseurs arrière de la ligue, et puis pour pouvoir diversifier leur jeu en attaque, c'est-à-dire que quand Trae Young n'est pas sur le terrain, ils ont quelqu'un qui peut vraiment mettre les choses en place, et quand les deux sont sur le terrain en même temps, maintenant on peut demander à Trae Young de jouer sans ballon, un peu à la Steph Curry, et pour l'avoir en mouvement, pour utiliser ce qu'on appelle sa gravité, pour trouver des espaces pour les autres. Ils ont aussi renforcé un tout petit peu leur banc avec l'arrivée de Justin Holiday, qui est un shooter qui était à Sacramento l'année dernière. Ils ont drafté AJ Griffin de Duke, qui lui aussi est un gros shooter et qui a, je pense, un gros potentiel. Et puis ils ont l'éclosion de Onyeka Okongwu en poste 5, qui pourra être une très bonne doublure pour le francophone Clint Capella. Après,
moi, j'ai pas mal de questions en fait sur les Hawks parce que oui, ils ont fait un gros trade, mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que réussir à aller chercher Murray, est-ce que c'est suffisant pour changer la philosophie défensive de cette équipe? Ils ont Jason Collins, un de leurs meilleurs joueurs, qui est dans les rumeurs de transfert depuis 3-4 ans. Est-ce que si Atlanta commence doucement, est-ce qu'il va demander à être transféré? Et enfin, qui au poste 3 va réussir à s'affirmer? On a DeAndre Hunter qui est dans sa 3e saison maintenant, mais qui n'a jamais réussi à franchir ce cap. Et quand on sait les mastodontes qu'il y a au poste 3 et au poste 4 dans la conférence S, comme les Giannis Antetokounmpo, etc., ils ont besoin d'un poste 3 costaud qui puisse défendre. Poste 3, ailier, poste 4, intérieur, capable de s'écarter. Voilà, pour préciser un petit peu. Melvin, on continue avec toi. Je voudrais qu'on transite vers la catégorie des contenders à l'Est. On peut peut-être remonter notre classement. On avait, nous, mis de côté 3 équipes. Milwaukee Bucks d'un certain Giannis Antetokounmpo, grec et compatriote d'Angelo Zagarakis. Les Celtics de Boston... finaliste NBA, finaliste NBA face aux Warriors, on s'en souvient encore, et les Sixers d'un certain Joel Embiid, français, camerounais et peut-être américain, on ne sait pas. On continue avec toi, Melvin. De quelle équipe tu veux nous parler? Ouais, je vais parler de Boston. Honneur aux champions de la conférence Est de la saison dernière. Alors, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi the elephant in the room, comme on dit ici, c'est-à-dire que il y a l'affaire Udoka qui est suspendue pour toute la saison, donc on a l'arrivée d'un nouveau coach, Joe Mazzulla, qui était un de ses assistants coach. Il a 34 ans, ça va être le plus jeune entraîneur en chef de la NBA. Pour vous donner un repère, Al Horford est plus vieux que lui, donc le pivot des Celtics. Cela dit, c'est quelqu'un qui c'est un fin stratège, il est talentueux, il est extrêmement respecté dans la ligue. Donc à voir comment il va réussir à prendre le flambeau d'Ime Udoka. Après, les Celtics, ils ont une identité maintenant qui est claire. Ils peuvent construire sur la lancée de la saison dernière, que ce soit les playoffs, mais aussi les 50 à peu près derniers matchs de la saison régulière, où ils étaient la meilleure défense de la NBA. Ils avaient des problèmes en attaque, c'est-à-dire que c'était souvent un peu trop Jason Tatum et Jaylen Brown, et il leur manquait un créateur secondaire. Et ils sont allés le chercher en faisant un transfert avec Indiana pour aller chercher Malcolm Brogdon, qui est lui qui peut créer, qui est un bon shooter et qui va pouvoir seconder ces deux stars. Alors après, comme je disais, il y a beaucoup de plus, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, mais par contre, il y a aussi 2 questions. La première, c'est qu'il y a la blessure de Robert Williams, qui était centrale à leur schéma défensif, avec un Robert Williams qui était généralement sur un ailier qui ne peut pas vraiment shooter pour pouvoir venir en aide et mettre des gros contres en deuxième rideau. Et puis, l'autre question, c'est vraiment l'affaire Udoka. Si jamais il ne commence pas bien la saison, est-ce que l'équipe va complètement exploser ou est-ce que Joe Mazzulla peut réussir vraiment à garder ce noyau dur? Donc, à voir. À suivre. Angelo, peut-être un mot si tu souhaites sur les Celtics, mais surtout ton équipe, peut-être contenders à l'Est. Non, sur les Celtics, Melo, il a été parfait. Moi, je vais parler des Bucks, bien entendu. Allez. Ouais, déjà parce que c'est avec les Cavs, mon équipe préférée, parce qu'il y a Giannis Antetokounmpo qui est mon joueur préféré, et c'est pas juste qu'il est grec. Est-ce qu'il ne faut pas justement aller chercher une finale NBA minimum pour les Bucks pour peut-être que ce groupe continue à rester le même? C'est une très très bonne question, et c'est une question tout à fait légitime parce qu'on sait très bien que Giannis, qui avait déjà communiqué le fait que c'était une nécessité pour lui d'aller à ce niveau-là de la compétition pour continuer son aventure du côté de Milwaukee. C'est un joueur qui veut gagner, mais je pense que maintenant qu'il a eu son titre, il ne veut pas non plus sombrer dans une sorte de reconstruction. Il faut que ce soit année après année une équipe contender qui soit légitime. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'est quand même un Game 7 qui les a arrêtés, qui les a sortis, et que derrière, c'est l'équipe qui les a éliminés en Game 7 qui est allée en finale NBA contre les Warriors. Il était fatigué encore, Giannis. Et il était fatigué. Il se remettait encore. Il a mis du temps à se remettre de son genou. Exactement. Distendu, et il était encore bien fatigué. Enfin, on a l'impression que c'est presque arrivé comme un soulagement. Enfin, j'exagère, mais
Après ce Game 7, il a vraiment dit qu'il était carbo, quoi. Il avançait plus du tout. Et puis, ils n'ont pas eu de chance. Hein. Middleton était blessé et tu te dis ils sont allés en Game 7. Donc c'est pour ça que je pense que cette équipe, elle reste un contender plus que légitime parce qu'ils ont l'expérience du titre. Ils ont Connaughton qui a signé pour... continuité. Voilà, la continuité, je crois qu'il a signé pour 3 ans. Voilà. Il sort de sa meilleure saison individuelle et c'est un joueur à 40% à 3 points. Et le noyau dur avec Jrue Holiday, avec Middleton, avec Antetokounmpo reste quand même une triplette exceptionnelle, défensivement déjà. Et puis offensivement, il faut aussi savoir que Giannis Antetokounmpo a pris une nouvelle dimension cet été. On l'a vu durant tout l'été arriver en dribble tel qu'il le fait d'habitude, mais au lieu d'infiltrer la raquette avec c'est pas exceptionnel, il s'arrête, tu restes à 1 mètre, in your face, respect my shot. Et si ce mec-là commence à prendre ce genre de tir en transition avec confiance et qui tourne autour des 37-38%, ce qui a été le cas pendant tout l'été, oui, c'est autre chose. C'est encore une vision surréaliste d'ailleurs. Hein. Moi, je me suis retrouvé en fait à chaque fois qu'il prenait ce tir à 3 points en transition, et puis on n'est pas encore habitué. C'est clair. C'est un joueur qui progresse, quoi. Ah oui. Il continue et c'est la marque des très très grands. Jordan l'a fait tout au long de sa carrière, Kobe l'a fait. Giannis le fait. Et Giannis le fait. LeBron l'a fait aussi. Hein. Et LeBron l'a fait, bien entendu. Et puis c'était sympa pour une anecdote, c'est que j'ai parlé des Cavs et des Bucks. Et puis quand j'étais à Athènes, lors de la préparation de Team Hellas, ils jouaient contre l'Espagne. Et il y avait en bord de terrain Pickerstaff et Budenholzer qui étaient en train de se la causer parce qu'ils étaient venus voir. D'observer les progrès du poulain. Ils avaient concassé l'Espagne d'ailleurs. Ils avaient concassé l'Espagne. Toujours les faux matchs, tu sais qu'ils veulent rien dire. Tu as l'Espagne qui perd, tu sais très bien que le match, les gars, ils ont mis un truc en place. Donc, voilà. Antoine, on finit avec toi sur les contenders de l'Est. Du coup, là aussi, la réponse est derrière, c'est Philadelphie. Alors, Philadelphie, on pourrait peut-être les appeler les Philadelphia Rockets, puisque le manager général Daryl Wesh Morey nous a fait un petit peu une réunion autour de James Harden, donc il a déjà fait venir de Brooklyn l'an dernier. Là, on a du PJ Tucker, on a du Daniel House Jr. Il faut savoir que c'était eux aussi qui avaient drafté Montrezl Harrell, qui rejoint aussi cet effectif. Et il y a une petite addition supplémentaire aussi qui a noté, c'est DeAnthony Melton. C'est pas un joueur qui est très connu du grand public, mais il faisait quand même 20 minutes pour les Grizzlies l'an dernier et il a le 2e meilleur taux d'interception de toute la NBA avec Matisse Thybulle qui a le premier. Donc ils vont terroriser toutes les second unit, les joueurs du banc qui viendront les affronter. Mais donc cette réunion, elle est d'autant plus intéressante que vraiment la pièce essentielle, c'est PJ Tucker. Qui amène cette physicalité qui a beaucoup manqué à Philadelphie l'an dernier quand ils se sont fait éliminer par Miami. Et justement, PJ Tucker était à Miami. Il était aussi aux Bucks quand ils ont gagné le titre en 2021. Et j'étais dans le vestiaire il y a une semaine environ de Brooklyn, puisque Philadelphia venait jouer un match de pré-saison. Et c'était vraiment les 2 meilleurs amis du monde, pas James Harden et PJ Tucker, Joel Embiid et PJ Tucker. Assis à côté de l'un de l'autre dans le vestiaire, à s'envoyer des vannes, à aller prendre la douche ensemble, machin, tout ça. C'était non-stop. Et donc, ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. On sait que Joel Embiid aime bien avoir un 2e joueur sur lequel il peut se reposer. Alors, c'est pas un joueur star comme Jimmy Butler et que normalement devrait être James Harden, mais qui a montré des irrégularités qu'on lui connaît, notamment en play-off. Mais on sent que là, il se repose sur un joueur qui va amener un petit truc en plus dans l'esprit, dans tout ça. On a un Tyrese Maxey, qui est un jeune joueur dont on a déjà parlé, qui aussi apporte pas mal de choses pour Philadelphie, notamment en attaque. En défense, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, cette équipe, elle fait un petit peu parler ici aux États-Unis. On se demande si après, justement, Embiid, qui est toujours 2e au MVP, le 2e tour qui leur coûte toujours des tracas, l'an dernier, 2e de la conférence aussi, est-ce que ça serait pas leur année ? Et il y a même beaucoup de pression autour de ça, parce que si ce n'est pas leur année, s'il ne se passe pas vraiment quelque chose cette année, ça va être très 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 compliqué pour eux derrière, d'autant qu'ils n'ont vraiment même pas un truc pour essayer de reconstruire. Donc voilà, toute la pression est sur eux, beaucoup d'attention est sur eux, et on attend de voir si justement ils vont pouvoir un petit peu délivrer.
Alors, dernière question, elle sera pour Pascal Gibernet, journaliste qui a vécu 19 ans aux États-Unis. Est-ce que le finaliste NBA côté Est est parmi les 3 équipes qu'on a mentionnées nous, c'est-à-dire les Bucks de Milwaukee, les Celtics de Boston ou les Sixers de Philadelphie? Une grosse surprise si c'était pas le cas. Hein. Enfin, là, je trouve que la voie était bien tracée pour Boston. Et je trouve, comme l'a dit Angelo, l'affaire Udoka leur met vraiment c'est un gros coup de frein. Ça a vraiment bien les gêné. Et Milwaukee, là, à mon avis, bien en quête de revanche. J'espère que tout le monde sera en forme physique pour pouvoir prétendre défendre ses chances. T'aurais un favori là à nous donner ou pas? Je sais que c'est compliqué, hein. Rien n'a démarré encore. Alors, en restant subjectif, oui. Moi, mon gars sûr, c'est toujours Yanis. Okay. que je suis depuis quand personne ne lui parlait, j'allais lui parler. On a une bonne. C'est sympa de voir un petit jeune comme ça. Moi, j'allais lui parler vraiment, c'était dans le cadre du boulot et j'aurais jamais imaginé qu'il prendrait une telle dimension. Donc, c'est vraiment agréable de le voir performer comme ça. Et puis, j'aime bien Joël aussi. D'accord. Donc, mais bon, vu que j'ai un petit problème, après, c'est très objectif de ma part. Avec, comme l'a bien surnommé Antoine Wesh-Moret, et avec Arden, j'ai toujours un peu de mal avec les 2 individus. D'accord. Moi, je suis à fond pour Milwaukee. Allez, Milwaukee pour Pascal. On va suivre ça et puis si tu as raison, tu seras réinvité dans Hype. Tu auras gagné ta place régulièrement. Bon, en tout cas, on va conclure là-dessus. On va remercier Lucas Mathieu, scout pour Nanterre, qui nous a quittés parce qu'il était sollicité pour raisons professionnelles. On va remercier bien sûr Angelo qui revenait de Bucarest et qui sera là bien sûr la semaine prochaine pour parler de Hype. Oui, il a commenté 96 matchs. Il est plutôt frais encore. Ouais, ça va. Ça va. On remercie nos amis aux États-Unis, Melvin et Antoine. On va remercier chaleureusement Pascal Gibernet. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. C'est un grand plaisir, c'était une première et tu n'hésites absolument plus à nous rejoindre. Okay. Merci à Melvin d'avoir fait le forcing pour me dire de venir sur le plateau. Melvin, effectivement, notre booker d'invité, Melvin, merci beaucoup. On avait un livre aussi à vous faire gagner, il a été gagné sur les réseaux sociaux. Vous allez voir le nom de la personne qui s'affiche juste en dessous. Et on aura bien sûr d'autres jeux concours tout au long de l'année, des t-shirts, des vestes, des livres à vous faire gagner. On vous souhaite une bonne semaine et une bonne suite des programmes sur Sport en France. À bientôt.